Dans cette vidéo, je te raconte la première rencontre entre japonais et portugais. Alors qu'un paysan marche en direction de son champ, il aperçoit quelque chose à travers le feuillage qui attire son attention. Pris par l'excitation, l'homme se rapproche. La tempête nocturne a ramené une jonque chinoise. À bord, personne ne parle le japonais. Alors, l'homme court chercher le chef du village, Nishimura Oribenojo. Sur la plage, Nishimura rencontre le capitaine chinois, Go-Oh, accompagné de deux hommes à l'apparence étrange. Le japonais écrit sur le sable, de quel pays viennent-ils? Leur visage est si différent du nôtre et ils paraissent inhabituels. Le capitaine chinois écrit alors, ce sont des commerçants parmi les barbares du sud-ouest. Ils connaissent un peu la relation entre supérieur et inférieur, mais ils ne connaissent pas les bonnes manières. Par conséquent, lorsqu'ils boivent, ils n'utilisent pas de coupe et mangent avec leurs mains et pas avec des baguettes comme nous. Ils ne connaissent pas la langue écrite ou son usage, ce sont des barbares. La conversation se poursuit jusqu'à ce que Nishimura demande « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?» Les barbares derrière moi, Antonio Damoto et Francisco Zeimoto, fuyaient leur capitaine à Siam. Ils voulaient rejoindre Ningbo en Chine pour y commercer. Étant notre destination, on les a pris à bord. Sauf qu'en chemin, une tempête a éclaté et les vagues ont détruit toute notre flotte, sauf ce qu'il reste de cette jonque. Par chance, les vents nous ont amenés ici. L'événement est tel pour les locaux qu'ils se doivent de le rapporter au daimyo de l'île. Le daimyo, c'est le seigneur du Japon féodal. Alors, à peine la discussion terminée, Nishimura saute sur son cheval et galope à toute vitesse jusqu'à Akaogi. Arrivé à la résidence du daimyo, il informe ce dernier de l'arrivée d'une jonque chinoise et d'étrangers venus du sud. Intrigué par l'histoire, le maître de l'île ordonne de faire venir la jonque jusqu'à Akaogi pour la réparer dans le port. Il veut voir de ses propres yeux les barbares venus du sud. Nishimura reprend la route. Il doit délivrer le message aux marins chinois. La jonque, trop abîmée par la tempête, ne peut pas naviguer seule. Une douzaine de barques sont donc utilisées pour transporter le navire chinois jusqu'au port. Il faut faire vite. Nous sommes en pleine saison des typhons. Le risque de tempête est donc permanent. La jonque arrive dans le port d'Akaogi. Le peuple de la ville s'amasse dans le port pour admirer ce qu'il reste de la jonque. Rapidement, l'intérêt des locaux change totalement. Tout le port n'a qu'une question en tête. Qui sont ces deux étrangers venus de l'Asie du Sud? Les deux hommes fascinent tant que la jonque est appelée Nanbansen, le navire des barbares du Sud. 2 heures après l'arrivée de la jonque, Tokitaka, le daimyo de l'île, arrive dans le port. Un moine de la secte du Lotus qui écrit le chinois fait office d'interprète entre Tokitaka et le capitaine chinois. Il s'avère que Go-Oh, le capitaine chinois, est en réalité Hu Feng, l'un des plus grands pirates et contrebandiers de la mer de Chine. Tokitaka communique avec les Portugais par une double traduction. Il s'adresse en japonais au moine, qui écrit en chinois au capitaine, qui traduit en portugais. Le lendemain, les Portugais sont invités à la demeure du daimyo. Durant cette rencontre, Tokitaka apprend que les marchands possèdent un objet mystérieux. Curieux, il demande aux Portugais de lui expliquer ce que c'est. Alors, l'un des barbares du sud s'exécute. L'intérêt du daimyo s'embrase. Quelque temps plus tard, l'un des Portugais charge le mystérieux objet, le dépose sur son épaule. Les Japonais restent stupéfiés. Aucun mot n'arrive à s'échapper de leur bouche. La poudre vient de pousser ses premiers cris sur l'archipel. Le bruit assourdissant résonne dans la tête des Japonais. La fumée et le fait que l'arme a abattu sa cible à cette distance fascinent et terrifient. Dès cet instant, les barbares du Sud deviennent les porteurs d'une nouvelle magie. Pour la première fois de l'histoire, le Japon s'intéresse à la science venue de l'Ouest. Dans la foule, on a un homme qui comprend exactement ce qu'il vient de voir. Aucune autre explication ne lui sera nécessaire. Tokitaka vient de se faire livrer par les Portugais l'arme qui lui permettra de réaliser ses ambitions. Yukashima, l'île que le clan Satsuma lui avait arrachée des mains, va enfin revenir à son maître. Le daimyo s'assure donc d'acheter une ou deux des arquebuses portugaises pour 2000 ryo, soit très approximativement 137 568 €. Après son achat, Tokitaka s'adresse aux Européens et leur dit « Je ne pense pas être capable de bien utiliser ces armes, j'aimerais que vous m'appreniez à tirer avec. Si vous désirez apprendre, monseigneur, alors nous pouvons vous enseigner ces secrets. » Alors, les deux marchands commencent à apprendre au seigneur comment utiliser une arquebuse. À peine 15 ans, Tokitaka devient le premier japonais à faire parler la poudre. Pourtant, un problème demeure s'il veut parvenir à ses ambitions. Malgré la puissance de l'arquebuse, il ne pourra jamais reprendre l'île de Yukashima en possédant seulement 2 exemplaires. En plus, il ne peut pas en acheter d'autres. Donc, il décide de les reproduire.
Par chance, Tanegashima est une des principales productrices de fer au Japon. Bon, petit aparté, ils n'ont pas de mine comme on se l'imagine. Le fer, il se trouve ici, dans le sable. Or, à ce moment, tout le fer produit sur l'île est exporté à Sakai, Meguro et partout sur la plus grande île de l'archipel, Honshu. Il faut donc renégocier avec les marchands. Tokitaka doit réussir à garder suffisamment de fer pour produire sa nouvelle arme sans trop diminuer les revenus de l'exportation. Après les négociations, la moitié du fer exporté ne quittera plus l'île. Un forgeron du nom de Yatakinbe Kiyosada a désormais pour mission de recopier les arquebuses des Européens. L'homme se lance donc dans la production de ses armes. 4 mois plus tard, une première version de l'arme était prête. L'arquebuse est loin d'être parfaite. Pourtant, Tokitaka veut absolument l'utiliser. Le 27 janvier 1544, ses troupes envahissent l'île de Yukashima. Pour la première fois dans l'histoire japonaise, une arme à feu est utilisée et décide de l'issue de la bataille. Sauf qu'en réalité, c'est pratiquement impossible qu'un coup de feu soit tiré à Yukashima en 1544. En fait, Yatakinbe Kiyosada a un problème avec ce qu'on appelle la vis de culasse à l'extrémité inférieure du canon. Et cette vis est primordiale dans le fonctionnement du fusil. C'est une vis qui se met à l'une des extrémités du canon de l'arquebuse. Elle sert à fermer la chambre du canon où l'on met la poudre. En gros, puisque l'arrière du canon est fermé, lorsque la poudre explose, la balle de plomb est forcée de sortir par l'extrémité ouverte du canon. Mais si ta vis de culasse n'est pas parfaite au millimètre près, l'arme explose. Du coup, il n'y a qu'à la souder et non. Alors tu peux la souder, sauf que pour nettoyer l'arme, c'est vraiment pas optimal. La poudre noire encrasse rapidement et énormément le canon, diminuant l'efficacité de l'arme. Donc t'es obligé de pouvoir la dévisser et la revisser. 1 an plus tard, une autre jonque chinoise arrive à Tanegashima. À bord se trouve un forgeron portugais. D'après la légende, Yatakinbe Kiyosada offre la main de sa fille à l'Européen. Après avoir épousé la fille du forgeron japonais, l'Européen accepte de l'aider. Même si cette légende est peu probable, c'est effectivement avec l'arrivée du forgeron portugais que les Japonais règlent le problème de la vis de culasse. Et si ça s'était pas passé comme ça? Bah c'est exactement ce que prétend cette étude de Susan Tsumara. D'après lui, les sources japonaises et européennes ne parlent pas du même événement. À vrai dire, les sources européennes ne parleraient même pas forcément du même événement entre elles. Bon, c'est un petit peu le bordel, donc va falloir qu'ensemble, on mette de l'ordre là-dedans. Généralement, on s'accorde pour dire que du côté européen, on a 3 sources qui parlent de cet événement. Le Tratado dos Descubrimientos, le Decada Quinta da Asia et une lettre de Garcia Escalante Alvarado. Le Tratado dos Descubrimientos, en français Traité des découvertes, est écrit par le gouverneur portugais de Malacca, Antonio Galvão. Ce traité, c'est un recensement des différents lieux découverts par les Européens jusqu'en 1555. Pour chaque année, il écrit le nom des individus, le lieu qu'ils ont découvert et la latitude de ce dernier. Et il mentionne qu'en 1542, 3 Portugais ont fui dans une jonque et sont arrivés au Japon à une latitude de 32 degrés. Le Decada Quinta da Asia, en français 5e décennie en Asie, est écrite par un historien des Indes portugaises, Diogo da Couto. Cet écrit raconte la même chose que le traité des découvertes qu'on vient de voir. Par contre, la lettre de Garcia Escalante Alvarado raconte que non pas 3 mais 2 Portugais sont montés à bord d'une jonque et sont arrivés non pas au Japon, mais aux îles Ryukyu. Bon, je pense que tu l'as remarqué, on a un problème. Déjà, qui a raison et est-ce qu'ils parlent réellement du même événement? Une possibilité, c'est que la lettre de Garcia Escalante raconte bel et bien l'arrivée des Portugais aux îles Ryukyu et que les 2 autres textes mentionnent l'arrivée des Européens à Tanegashima en 1543. Pour le cas de Garcia Escalante, on peut être certain qu'il ne parle pas de l'arrivée des Portugais à Tanegashima. Déjà parce qu'il mentionne que les Européens sont amis avec des locaux, alors que dans les sources japonaises, on n'a aucune mention de ça. Il ajoute aussi qu'après la première expédition, les Portugais ne sont plus les bienvenus. Alors que dans les sources japonaises, on mentionne explicitement que l'arrivée d'un forgeron portugais l'année d'après est extrêmement bien reçue. Ok, donc on a encore 2 textes européens qui peuvent correspondre avec les sources japonaises, non? On va voir que non. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai dit qu'ils sont arrivés avec une jonque chinoise? Les textes japonais, ils mentionnent spécifiquement un large navire dont personne ne sait d'où il venait. Et si on jette un œil sur cette carte, on voit que les pirates japonais ont l'habitude de s'attaquer à la Chine. Et en plus de ça, nos pirates japonais, ils sont très souvent chinois et naviguent sur des jonques chinoises. Pour comparer, c'est comme dire qu'un Français de l'époque ne reconnaîtrait pas un navire portugais qui s'est échoué sur une plage française. C'est impossible. Et surtout pas à un endroit où il y a du commerce. Ça nous laisse avec 2 possibilités.
Soit c'est une jonque malaise, soit c'est une caravelle. Et la réponse, elle se trouverait dans le Tanegashima Kafu et d'autres sources de l'époque Edo. Toutes ces sources disent qu'il s'agit d'un navire Nanban. Nanban, c'est le terme que les Japonais utilisent pour désigner les Portugais et les Espagnols au XVIe siècle. Par conséquent, on doit avoir affaire à une caravelle. Et c'est là que les textes européens ils vont nous servir à quelque chose. Les auteurs européens nous mentionnent que les 3 marchands portugais ont déserté d'une caravelle. Donc on sait qu'il y a bel et bien des caravelles en Asie du Sud-Est à cette époque. Et pour faire écho à ma dernière vidéo, si en 1520 Magellan navigue aux Philippines avec des caravelles, il n'y a pas de raison que 20 ans plus tard les Portugais n'en aient pas. On a un autre problème au niveau de l'équipage du navire. Dans les textes européens, il est question de 2 ou 3 Portugais. Sauf que dans les écrits japonais, on a une centaine de marins sur le navire et aucun de ces marins ne parle le japonais. Jusque là on est d'accord, les marins ils peuvent très bien être chinois. Sauf que notre fameux capitaine Go, ou plutôt Wu Feng, tout au long de sa carrière, il a eu un équipage sino-japonais. Donc il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'on pourrait être en présence du seul voyage de Go dans lequel il a eu aucun membre japonais dans son équipage ? C'est très peu probable. Du coup, on a le droit de se poser plusieurs questions. Est-ce que Go s'est réellement fait capturer par les Portugais ? Et comment un pirate si renommé peut se retrouver à bord d'un navire portugais sans son équipage ? Eh bien, d'une manière très simple. Il n'a jamais mis les pieds dans le navire portugais qui arrive à Tanegashima. Je m'explique. On a le Tepoki qui nous parle de ce fameux Go. Et durant tout le temps que le navire portugais reste au port, il assurait la communication entre portugais et japonais. Et il se trouve que notre fameux Go, il se comporte comme un érudit, et non pas comme un pirate ou un capitaine. De plus, l'équipage du navire ne lui donne aucune responsabilité de capitaine, et ne le traite pas non plus comme un capitaine. Finalement, on a un moine avec qui Go échange, et ce moine le décrit comme quelqu'un ayant un esprit similaire au sien. Bon, je te propose de récapituler un peu parce qu'il y a beaucoup. De 1, les récits européens ne sont pas d'accord entre eux. De 2, on voit que les récits européens et japonais ne parlent pas du même événement. On parle de 2 navires différents, dans un récit où on a un capitaine pirate qui parle le chinois, et dans un autre, c'est un érudit. Mais finalement, qui dit la vérité ? Pour y répondre, on va se pencher sur un élément très technique du texte japonais, la date. L'événement serait arrivé l'année du lapin haut de l'ère Tenbun, le 25e jour du 8e mois d'automne, le jour de l'oiseau-feu. Hein ? Pour nous, ça veut absolument rien dire, et c'est normal car ça colle pas du tout à notre calendrier. Dans le monde occidental, on utilise un calendrier solaire. Sauf qu'en Asie, ils utilisent des calendriers lunaires. Chez eux, un mois, c'est donc 29 à 30 jours. Et si en Europe, on a des semaines de 7 jours, dans le calendrier japonais, ça n'existe pas. Ils utilisent des cycles de 60 jours, et chaque jour possède un nom différent. Ok, maintenant qu'on a compris ça, on va voir que c'est impossible de calculer la date de tête sans regarder le calendrier de l'année en question. Donc on va chercher quel jour du cycle c'était le 23 septembre 1543. Première étape, il faut trouver quand est-ce que la première lune de 1543 apparaît. Et pas question de s'appuyer sur une date précise, vu que chaque mois commence avec une nouvelle lune. T'as pas non plus internet, ni de télescope. Donc ta seule solution, c'est de regarder le ciel et d'espérer qu'il n'y ait pas trop de nuages. Deuxième étape, une fois qu'on l'a trouvé, on doit compter précisément si on a 29 ou 30 jours jusqu'à la prochaine lune. Sauf que ça, tu peux pas le savoir à l'avance. Pour le savoir, t'es obligé de regarder la lune sur le moment. Tu commences à avoir le problème de vouloir trouver le jour exact sans avoir de documents officiels ou alors de calendrier de l'époque. Et si par miracle tu y arrives quand même, tu peux passer à la troisième étape. Vérifier s'il y a un mois intercalaire ou non. Qui lui aussi n'est pas régulier car il arrive tous les 2 ou 3 ans. Donc t'es bon pour vérifier chaque année avant 1543. Si t'as réussi à avoir toutes ces infos, tu peux passer à la dernière étape. Caler ton cycle de 60 jours dans toutes les infos que t'as obtenues jusqu'à présent. Sauf que si tu t'es trompé d'un seul jour dans tes calculs, tu peux tout recommencer à zéro. C'est un peu comme si je te demande de me donner quel jour de la semaine c'était le 16 mai 1459, sans internet ni agenda d'époque, bonne chance. En gros, la seule explication possible, c'est qu'il ait un document officiel avec la date notée. Donc la vraie histoire de l'arrivée des Portugais à Tanegashima, c'est la suivante. Durant l'ère Tenbun, le 25e jour du 8e mois, en automne de l'année Lapin Haut, un grand navire arriva à l'aube dans la baie de Nishinomura. Personne ne savait de quel pays il venait. Il y avait environ 100 personnes à bord, dont les traits physiques différaient des nôtres et dont la langue n'était pas comprise. Ceux qui les virent les trouvèrent étranges. Parmi eux se trouvait un lettré de la grande Chine des Ming. Son nom personnel était Go,
Mais maintenant, rien n'est connu avec certitude de son nom de famille. Le chef de Nishinomura à ce moment était Oribe Nocho, qui connaissait bien l'écriture chinoise. Par hasard rencontrant Go-Oh, il conversait avec lui en écrivant dans le sable avec un bâton. Il écrivit « Nous ne savons pas de quel pays viennent ces gens à bord, ils paraissent étranges, n'est-ce pas ?» Go-Oh écrivit en réponse « Ce sont des marchands parmi les barbares du sud-ouest, ils ont quelques connaissances du rapport entre supérieur et inférieur, mais sinon, ils ne connaissent pas la bienséance, donc quand ils boivent, ils n'utilisent pas de coupe. Et quand ils mangent, ils utilisent leurs doigts et non des baguettes comme nous. Ils montrent leurs sentiments sans aucun contrôle d'eux-mêmes, et ils ne connaissent pas l'écriture ni son usage. Ces marchands ont l'habitude d'errer de lieu en lieu, troquant ce qu'ils ont contre ce qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas très étranges et somme toute tout à fait inoffensifs. » Alors Oribe Nojo écrivit « À 13 rides d'ici se trouve un port maritime appelé Akaogi, où la famille que je sers a vécu depuis des générations. Maintenant, ancré là-bas, bien que ce ne soit pas un port profond, est bien mieux qu'ici, car le port est abrité et calme. » Quand le rapport du navire étranger fut fait à mon grand-père Shigetoki et à mon père Tokitaka, ce dernier envoya des dizaines de bateaux chercher le navire vers Akaogi où il arriva 2 jours plus tard. Visitant le port à ce moment-là, un Manchu y séjournait temporairement. Il arriva qu'il rencontra Go-Oh et ils conversèrent par écrit. Et Go-Oh aussi sentit qu'il avait trouvé un véritable ami en terre étrangère. Ils parlaient pour ainsi dire la même langue et se comprenaient. Ils étaient des esprits apparentés, 2 de même nature. Il y avait 2 chefs parmi les marchands, l'un appelé Murashukusha et l'autre Kirishita Damota. Ils avaient en leur possession un objet d'environ 2 ou 3 sakus de longueur. Quant à sa forme, il était droit à l'extrémité avec un passage à l'intérieur, et fait d'une substance lourde. Bien que son intérieur fût creux, son extrémité intérieure était fermée. Il y avait une ouverture sur son côté par laquelle le feu était appliqué. Sa forme ne pouvait être comparée à rien d'autre. Quand on l'utilisait, une poudre mystérieuse y était mise et une petite balle de plomb ajoutée. D'abord, une petite cible blanche fut placée sur une berge. Quand il tirait, l'homme saisit l'objet d'une main, redressa sa posture et plissa un œil. Quand aussitôt le feu sortit de l'ouverture, la balle frappait toujours sa cible en plein centre. L'explosion paraissait comme l'éclair et le son comme le tonnerre roulant. Tous les spectateurs se couvrirent les oreilles. En le voyant, le seigneur Tokitaka pensa que c'était la merveille des merveilles. Au début, les gens ne savaient pas comment l'appeler, ni exactement à quoi il servait. Finalement, les gens l'appelèrent Teppo, mais on ne savait pas si son nom venait des Chinois Ming ou des gens de notre île. Un jour, Tokitaka dit aux 2 barbares par double interprétation « Je ne pense pas en être capable, mais je voudrais apprendre à tirer. » Les 2 barbares, aussi en double interprétation, répondirent « Si vous, seigneur, souhaitez apprendre à tirer, nous serions heureux de vous enseigner tous ces secrets. » Cette année-là, le jour du festival du 9e jour du 9e mois tomba sur le jour de l'ours métal et ce jour fut choisi comme jour de chance pour tirer au mousquet. Pour essai, la poudre merveilleuse et une balle furent mises dedans, une petite cible fut placée à 100 pas de distance et le feu fut appliqué à l'arme. Et ô miracle, la cible fut atteinte presque en plein centre. Les gens furent d'abord stupéfaits, puis ils eurent peur. À la fin, cependant, ils dirent tous d'une seule voix « Nous voudrions apprendre ». Indépendamment du prix élevé, Tokitaka acheta 2 teppos aux barbares et les garda comme trésor précieux de sa maison. Quant à l'art de broyer, tamiser et mélanger la poudre, Tokitaka fut apprendre cela à son vassal Sasakawa Koshiro. Tokitaka s'exerça au tir sans cesse du matin au soir. En conséquence, il put transformer les ratés de ses premiers essais en réussites. 100 réussites sur 100 tirs. L'intérêt de Tokitaka pour l'arme était si enthousiaste qu'il fit examiner et étudier attentivement par plusieurs ouvriers du fer. Pendant des mois et des saisons, ils travaillèrent dans l'objectif de reproduire un nouveau mousquet. La forme de la nouvelle arme ressemblait beaucoup à l'originale étrangère, mais les ouvriers ne purent trouver comment fermer l'extrémité inférieure du canon. L'année suivante, des marchands barbares du sud vinrent de nouveau et entrèrent dans la baie de Kumano sur notre île. Par chance, il y avait parmi les marchands un forgeron, que Tokitaka considéra comme une bénédiction, et il ordonna au seigneur Kinbe Kyosada d'apprendre comment fermer l'extrémité du canon qui s'adapte à la crosse. Finalement, après quelques jours et mois, il put réussir à la rouler pour la refermer et l'eut terminée. En un peu plus d'1 an, plusieurs dizaines de teppos furent fabriqués.
Ensuite, la crosse en bois fut faite et l'ornement qui ressemblait à une clé fut ajouté. L'intérêt de Tokitaka ne résidait ni dans la crosse en bois, ni dans l'ornement, mais dans la manière dont l'arme pouvait être utilisée en temps de guerre. Par conséquent, ses vassaux proches et lointains s'exercèrent avec elle, et il y en eut beaucoup parmi eux qui purent réussir 100 coups sur 100 tirs. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo malheureusement. Merci infiniment de l'avoir regardé en entier. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner et à commenter si la vidéo t'a plu. Nous, on se retrouve à la prochaine. Des bisous, ciao ciao.